la chronique de Jade, qui en début d'émission nous a dit on allait parler, elle a fait une découverte. C'est comme l'autre qui avait découvert le monde, hein, mais disons qu'elle a fait une découverte. La découverte d'un chroniqueur du nom de Richard Martineau. Malheureusement. Une figure de droite, bien assumée. Chroniqueur du Journal de Montréal. Du Journal de Montréal, Journal du Québec en même temps, parce que quand on est dans l'un, on peut écrire dans l'autre. Bref, c'est le même groupe. Ami de M. Bock-Côté. Entre autres. Que des qualités. Voilà, chroniqueur et entre autres, bref, affirmé de droite. Là, on parle du positionnement politique au niveau des idées, ce qui n'en fait pas moins des gens respectables et respectueux. Et respectés. Vu qu'ils ont un certain nombre de suiveurs et de fans, mais il faut de tout pour faire un monde. La preuve est que toi, à la suite d'une chronique de Richard Martineau, tu t'es dit je ne peux pas rester sans voix. C'est une bonne introduction. Oui, exactement. Je ne pouvais pas rester sans voix puisque, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas M. Richard Martineau. Béni soit cette époque. Et donc, j'ai découvert sa plume et j'ai découvert ses archives. Ça a été comme une descente dans le trou de Alice au Pays des Merveilles. C'était de plus en plus bas. À ce point. Et dernièrement, M. Martineau a écrit une chronique qui a été pas mal relayée sur le journal de Montréal où il expliquait que finalement, Québec était une région où il était bon vivre, c'était une région douce. Et que... Non, Québec. Québec, la province. Que certes, alors ce qu'il nous expliquait dans sa chronique, c'est que certes, il y avait des racistes, mais que le racisme systémique n'existait pas, et que, ok, il y a des violeurs, mais la culture du viol n'existe pas. C'était un peu la phrase choc de sa chronique qui a été reprise et partagée sur de nombreux réseaux, notamment les réseaux sociaux. Et moi, forcément, tu connais Cyril, j'ai fait tilt, j'ai bondi au plafond, parce que encore une fois, on a cette idée de, certes, on a quelques mauvaises pommes, mais regardez, notre Sean Pommier est magnifique. C'est juste un problème de quelques petits ratés. Alors du coup, je me suis intéressée un peu au cas de Richard Martineau. Je me suis rendu compte qu'il avait déjà publié pas mal de belles déclarations, belles petites phrases choc. Il a également parlé de ce qui s'était passé à Cologne en décembre 2016, la rumeur qui s'était partagée dans un camp de réfugiés comme quoi plus de 200 femmes avaient été sexuellement agressées par des migrants. Rumeur qui a été foncièrement démontée largement par la suite, mais qui a eu le temps de gonfler et de devenir une véritable... Et de faire passer ces migrants pour des monstres. Des monstres, des monstres pour les femmes, impossibles à accepter en France. Et donc, il avait fait une chronique là-dessus en accusant les féministes d'avoir lâché la cause des femmes au profit des migrants, de ne pas être... d'être plus supportrices de l'étranger que supportrices des femmes de leur pays, etc. etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui semble avoir beaucoup d'avis sur beaucoup de choses, notamment sur la cause des féministes, qui s'en prennent énormément dans ses chroniques parce qu'il accuse également les féministes d'avoir incorporé au Canada cette idée de culture du viol qui serait un véritable mythe anti-homme et qui transformerait tous les hommes en violeurs potentiels. Donc voilà un peu l'idée qu'il y a derrière la chronique de Richard Martineau. Et je me suis dit que c'était trop gros et trop beau pour ne pas laisser passer, puisque lorsque j'ai commencé à gratter un petit peu sur qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on essaye d'associer culture du viol et Québec dans le moteur de recherche Google, on trouve d'autres sorties légendaires comme celle-ci, notamment des articles de Michèle Ouimet qui, dans la même idée que, elle aussi c'est une chroniqueuse, qui dans la même idée que Richard Martineau, de la presse par contre, reconnaît qu'il existe des violeurs, certes, mais qu'il n'existe pas de culture du viol et que dire une chose pareille, c'est récupérer des mots qui viennent des États-Unis, des féministes des États-Unis. Et donc, elle va comparer par rapport aux États-Unis en montrant, certes, la culture du viol existe aux États-Unis, mais nous, au Canada et plus précisément au Québec, nous sommes tranquilles. Donc, comme j'ai dit, c'est encore une fois la même réaction, c'est-à-dire on va comparer avec les États-Unis pour montrer à quel point on est extraordinaire. CF, allez voir mes autres chroniques, j'en parle systématiquement, c'est un réflexe très, très québécois, très ancré. Donc on va remettre un peu en contexte pour voir pourquoi tout le monde monte sur ses gardes lorsqu'on parle de culture du viol. Clairement, l'idée qui ressort et qui est dénoncée par ces chroniqueurs et par d'autres personnes qui ont laissé des commentaires légendaires sous ces articles, c'est cette idée que lorsque l'on parle de culture du viol, finalement, on expose, on dit que tous les hommes
et là c'est pas moi qui le dis, ce sont ces mots-là, donc on ne parle même pas de femmes, tous les hommes sont des violeurs potentiels. Et donc on devient paranoïaque autour du viol. C'est un peu l'idée qui est dénoncée lorsqu'on parle de culture du viol, ce qui est totalement faux. Là encore, il y a un glissement de sens. Lorsqu'on parle de culture du viol, on ne dit pas tous les hommes sont des violeurs potentiels et donc il faut être en garde contre tous les hommes. Lorsqu'on parle de culture du viol, on met en avant les liens qui existent entre crime et environnement social et médiatique, où ont lieu ces crimes. C'est-à-dire qu'on dénonce un contexte qui justifie, banalise, sous-représente, déforme, voire romantise le viol. C'est un contexte qui rend finalement permissible le crime du viol, l'idée du viol. C'est un contexte qui fait en sorte que le viol n'est pas considéré comme crime. On en vient de manière pernicieuse à ne pas le voir tel qu'il est. Voilà ce qui est dénoncé. Pour remettre en contexte, au Québec, puisque ces deux chroniqueurs expliquent qu'au Québec, il n'y a pas de problème, une femme sur 3 est victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie. Seulement 5% de ces crimes sont reportés, ce qui est énorme en termes de dénonciation. Ça veut dire que ça veut dire 95% de ces crimes n'ont jamais été dénoncés à la police. Et sur ces 5% de crimes dénoncés, seulement 3 plaintes sur 1000, tu imagines le peu de plaintes sur lesquelles ça aboutit, seulement 3 plaintes sur 1000 aboutissent à une condamnation, après un très très long processus judiciaire extrêmement lourd pour la victime. On s'est également rendu compte lorsque Michel Ouimet disait oui, c'est un problème aux États-Unis, c'est un problème des universités états-uniennes, parce qu'il y a énormément de viols dans les universités américaines des États-Unis. Au Québec, 37% de ces crimes ont lieu dans les universités. Donc il y a un boom en fait de ces crimes dès que vous entrez dans un milieu universitaire, notamment au moment des rentrées. On s'est rendu compte qu'à la rentrée, il y avait une augmentation de ces crimes. 37% dans les universités. Oui, 37% de tous ces crimes ont lieu dans les universités. On s'est également rendu compte qu'en 2016, on a fait un sondage et 1 Européen sur 4 considère que selon le contexte, un viol, finalement, ça peut être justifié. C'est-à-dire que si jamais les vêtements étaient trop audacieux, s'il y avait trop de maquillage, si la jeune fille faisait pas son âge, si elle avait un peu trop bu, si elle avait un peu trop fumé, etc., finalement, eh bien, c'est des circonstances atténuantes. On ne peut pas vraiment parler de viol. Donc, il y a cette idée qu'il y a viol, mais il y a aussi viol qui pourrait finalement ne pas être un viol parce que quand on regarde de plus près, mine de rien, quelque part, elle l'a un peu cherché. C'est vraiment cette idée-là. Et lorsqu'on se regarde donc cette idée de il y a viol, on se rend compte que les rares fois où on considère qu'il y a viol, en fait, l'idée c'est qu'on a cette représentation du crime qui est celle d'inconnus dans la nuit noire, avec un couteau, avec une tête de criminel qui vous attaque. Et là, on peut parler de viol. Alors que selon les statistiques, 90% de ces agressions sexuelles ont lieu avec l'entourage proche. C'est-à-dire que c'est un membre de votre entourage qui vous agresse sexuellement. Donc, rien à voir avec la représentation que l'on a. Mais lorsque l'on parle de viol en matière mainstream, l'idée que l'on a, c'est le pervers dans la rue sombre et personne ne nous entend crier. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on a la culture du viol, ce n'est pas tant tous des violeurs, entre guillemets, mais le problème, c'est qu'on a un problème social avec le consentement et la sexualité. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à faire comprendre aux populations ce qu'est le consentement, ce qu'est le non, ce qu'est le oui, et à quel moment il y a viol, à cause de ces représentations. Et c'est en ça que c'est très pernicieux. Finalement, la culture du viol, c'est la manière dont on apprend aux jeunes filles et aux jeunes femmes la manière de s'habiller, la manière de se maquiller, ne pas sortir trop tard, ne pas trop boire. Surveille ton verre lorsque tu es en boîte. Si tu n'as pas surveillé ton verre, commande un autre verre. Ne rentre pas chez toi seul. Rentre avec des personnes qui te connaissent. Il faut que tu aies un spray au poivre sur toi. Si tu n'as pas de spray au poivre, tu as tes clés. Tu peux penser à utiliser tes clés pour crever les yeux de tes agresseurs. Est-ce que tu as crié suffisamment? Qu'est-ce que tu portais quand tu as été agressé? Combien tu avais bu encore et encore? C'est une culture qui apprend aux femmes à être responsables de leur sécurité, mais qui ne va pas apprendre aux personnes à ne pas violer, tout simplement. Et ce qu'est le consentement. Ça, c'est la culture du viol. Parce que c'est cette idée que si finalement, après toutes ces précautions, il t'arrive quelque chose, c'est que quelque part, tu as échoué. Tu n'as pas pris les bonnes précautions. Et là, on arrive dans le victim shaming, on arrive dans le rape blaming. C'est-à-dire cette idée que si t'est arrivé quelque chose, on va aller chercher pour voir qu'est-ce qui a fait que tu as provoqué ce crime. Par exemple, c'est cette culture qui permet à quelqu'un comme Éric Duhem, qui est également chroniqueur. Décidément, on a des chroniqueurs très intéressants au Québec, assumés,
qui, en ondes, à la radio, va déclarer que le viol, c'est un peu comme se faire voler sa voiture quand on a laissé sa clé en contact. On l'a un peu cherché. Et si on appelle les assurances pour dire, bah, je me suis fait voler la voiture, mais j'avais laissé les clés sur le bord, on ne s'attend pas à ce que les assurances nous prennent au sérieux. Et il l'a dit en ondes. C'est-à-dire que pour lui, il y a quand même une part de responsabilité. C'est également la culture du viol. C'est un juge en Alberta qui va demander à une victime lors du procès, pourquoi vous n'avez pas fermé les genoux? Non seulement il va lui demander ça, mais ensuite, par la suite, ce juge va être appointé juge de la Cour... Enfin, il va avoir une énorme promotion, juge de la Cour suprême, quelque chose, pas une Cour suprême, ça c'est les États-Unis, mais Cour fédérale. En gros, il sort des énormités comme ceci et reste en poste, voire est mieux payé pour cela. Bref, donc ça c'est la culture du viol. C'est-à-dire, on va aller chercher qu'est-ce que vous avez fait, on va questionner les victimes. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on accuse les féministes d'être venus avec ce terme-là dans les années 70 et que finalement, avant ça, on n'avait pas un problème de culture du viol, voire on n'avait même pas de problème de viol. Et c'est là que je trouve intéressant de voir un petit peu le contexte historique, contextualisant en histoire et en droit au niveau du Québec. Par exemple, c'est assez intéressant, mais à l'époque de l'ancienne Babylone, parce que je suis allée chercher loin, aussi loin, je me suis dit, on va pas faire dans la demi-mesure, on va aller regarder vraiment au commencement. Donc, époque de l'ancienne Babylone, on avait donc ce gros document qui réglementait tout. Et dans ce gros document qui réglementait tout, ce qui se passait lorsqu'il y avait viol, par exemple, d'une vierge, c'était condamnation parce qu'on considérait qu'il y avait eu vol de propriété de son père. Donc, dans ce cas-là, il y a condamnation du crime, ce n'est pas la faute de la jeune femme. Par contre, si la femme était mariée, elle était condamnée également parce que là, c'était assimilé à de l'adultère. Donc, elle était mise à mort avec son agresseur. Tu vas me dire, oui, bon, c'est l'ancienne Babylone, ça ne se passe plus comme ça de nos jours. Par contre, je vais te pointer du doigt une petite chose. Comme tu as pu le remarquer, avec le statut de la femme, c'est-à-dire si elle était vierge ou si elle était mariée, la condamnation change. Lorsqu'on regarde le procès, la manière dont on considère les victimes de viol, la première question après avoir regardé le contexte, comment c'est arrivé, on va aller fouiller le passé des victimes. C'est-à-dire que souvent, notamment dans les médias, c'est dernièrement que ça s'est arrêté à la cour, mais dans les médias, on va aller regarder si, elle n'était pas sexuellement débridée, si ce n'était pas une prostituée, si elle avait eu plusieurs partenaires, si elle avait trompé ses partenaires. Dans ces cas-là, si elle n'était pas finalement la fameuse vierge immaculée, elle est condamnée tout autant que son agresseur. Donc, cette idée de condamnation avec l'agresseur par rapport à votre passé remonte on peut même le retrouver à l'époque de Babylone. Autre exemple, l'Ancien Testament. Je t'ai dit si je suis allée chercher loin. L'Ancien Testament condamne les femmes qui ont été victimes de viol si le crime a eu lieu à l'intérieur de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette idée que si la victime avait crié, quelqu'un aurait forcément entendu et serait venu l'aider. Donc, si on n'est pas venu t'aider, c'est que tu n'as pas crié, donc c'est que tu cherchais à ce que ça t'arrive. À la loi québécoise, depuis 1840, reconnaît le viol que depuis 1840. Mais pour qu'il y ait condamnation, il fallait que, 1, il y ait témoin, 2, que tu aies prouvé que tu te sois débattu, et 3, bien sûr, que tu aies un passé clean. Tu vois encore cette idée de il faut qu'il y ait témoin? C'est la même idée que si on t'avait entendu dans la ville, il n'y aurait pas eu crime. Donc, s'il n'y a pas de témoin et si tu t'es pas débattu, pas suffisamment pour qu'on puisse le prouver, c'est que finalement, il n'y a pas eu crime. Cette idée de témoin n'a disparu qu'en 1955 pour les hommes, et pour les femmes, elle n'a disparu qu'en 1983. Cyril, tu étais né en 1983. Oui. Tu te rends compte qu'avant 1983, si tu voulais prouver qu'il y avait viol, il fallait qu'il y ait témoin du viol. Et ce n'est qu'à partir de 1983 qu'on reconnaît qu'il peut y avoir viol au sein d'un couple. 1983, tu étais né, Cyril. Les chroniqueurs qui disent que la culture du viol n'existait pas, ils ont connu une époque où il était impossible légalement, juridiquement, on parle de juridique parce que faire reconnaître légalement, ça ne veut pas dire forcément faire reconnaître par la société, mais bon. Ils ont connu une époque où c'était juridiquement impossible de faire reconnaître que son copain, son fiancé, sa fiancée, sa femme, son mari avaient pu commettre un viol envers notre rencontre. Donc, mais à part ça, la culture du viol n'existe pas. On va continuer un dernier exemple parce que je trouve que l'histoire c'est très important. 16e siècle, le roi Arthur II, pareil, avait donné comment on peut reconnaître qu'il y a viol et compagnie. Il disait, pour faire reconnaître qu'il y a un crime, il faut que juste après le crime, la victime se précipite vers le premier groupe d'hommes venus et prouve en montrant ses vêtements ensanglantés, ses blessures qu'il y avait eu crime. Et donc ces hommes-là pourront attester, en effet, il y a eu crime. Bon, on se dit, archaïque. Oui, archaïque comme procès. Tu viens de connaître une agression, mais tu dois tout de suite avoir la présence d'esprit de te précipiter vers un groupe d'hommes que tu ne connais pas, hein, il faut juste que ce soit le premier groupe que tu passes et que tu montes tes vêtements
bien sûr, il faut qu'il y ait sang et que tu montes tes blessures. Donc, il faut qu'il y ait blessure pour prouver qu'il y a eu agression par la suite. Tu me dis, oui, bon, archaïque comme idée. Sauf qu'aujourd'hui, la manière dont si on veut faire prouver qu'il y a eu viol, s'appuie sur le même type de procédé. C'est-à-dire qu'on attend à ce que la victime, juste après le crime, se soit précipitée à l'hôpital pour remplir le fameux kit pour qu'on puisse prendre des évidences. Et ensuite, elle se précipite à la police pour pouvoir porter plainte. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un schéma de « j'arrive et je montre le sang, les blessures, pour pouvoir ensuite faire attester que j'ai été victime ». Si la victime ne réagit pas comme cela, si le temps passe et qu'elle n'a pas le courage, la force, la volonté, l'envie, la présence d'esprit aussi, parce que c'est extrêmement... Enfin, c'est traumatisant. Elle est questionnée. Si elle finit par le dire 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, la première question qu'on dit, c'est pourquoi tu le dis que maintenant? C'est qu'il y a problème. Et on se dit, mince, 16e siècle, c'est archaïque, mais 21e siècle, on est tout aussi archaïque. C'est le même type de procédé. Et c'est ce que dénonce la culture du viol. C'est-à-dire une culture qui rend permissible le viol et qui fait porter le chapeau sur les épaules de la victime. La culture du viol, c'est vraiment cette idée qu'on peut faire des blagues sur le viol. C'est-à-dire, c'était aussi une culture qui empêche de considérer que des hommes puissent être victimes de viol. On se moque des hommes qui puissent porter plainte. On dit que physiologiquement, biologiquement, c'est impossible qu'ils soient victimes. On fait des blagues sur les hommes qui vont en prison et qui vont connaître ce que c'est que d'être bien traités en prison. On fait des blagues sur les femmes et la longueur de leur jupe. C'est une culture qui aussi, au niveau des représentations médiatiques, ne représente pas le viol tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on va représenter le viol, comme je l'ai dit, un crime sordide dans les rues sombres le soir avec un homme qui vous attaque à coups de couteau que vous n'avez pas vu venir et personne ne vous entend crier, alors que 90% des cas, ce sont des gens proches. Donc dans le terme de films et des séries, on va se rendre compte qu'il y a rarement de représentation d'agression sexuelle au sein de couples, rarement de représentation d'agression sexuelle au sein de familles ou d'amis. On ne représente pas, par exemple, aussi l'agression mentale, c'est-à-dire constamment exiger des relations sexuelles, même si la personne vous dit non. Pire, la boisson, c'est quelque chose qui est très très mal représenté dans les films, c'est-à-dire l'alcool, on romantise certaines agressions. Par exemple, tout le monde a peut-être vu la série Desperate Housewives, c'est une série très connue, et il y a un épisode qui était censé être un épisode comique où Gabrielle, une des femmes de Desperate Housewives, se réveille, elle a une gueule de bois extraordinaire, et elle se réveille dans le lit avec un jeune homme d'à peine la vingtaine, je crois qu'il vient même pas à peine 20 ans, et elle se rappelle pas de ce qui s'est passé. Et lui, qui se souvient très bien de ce qui s'est passé, lui dit, on a passé la nuit ensemble. En fait, pas du tout. Elle est tombée complètement morte, enfin, elle s'est endormie, il n'y a pas eu. Mais lui, il en profite pour lui donner cette idée. Et ce qui va se passer, c'est que pendant tout l'épisode, plusieurs personnes proches de Gabrielle vont se moquer d'elle en disant, tu les prends de plus en plus jeunes, de plus en plus au berceau. Et elle essaye de se souvenir. Donc c'est un peu un running joke, c'est une blague tout au long de l'épisode. Ce qui est intéressant à voir, c'est que à aucun moment dans l'épisode, aucune personne que rencontre Gabrielle avec qui elle discute ne va lui dire, mais si tu étais complètement bourré et lui non, et qu'il s'est passé quelque chose, c'est une agression sexuelle. C'est un viol. Il n'avait pas le droit d'avoir une relation sexuelle avec toi. Tu n'étais pas en état de donner ton consentement. À aucun moment dans l'épisode, ça va être même abordé. Il y a plusieurs films aussi où il y a cette romantisation de se réveiller, de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé, mais à côté d'un homme chaud, beau, et une romance va naître de cela. Pareil, on romantise énormément les baisers volés. Il y a énormément de films, de séries où on voit un personnage voler un baiser à une autre personne. L'une des images les plus romantiques sur la fin de la Première Guerre mondiale, il me semble, c'est un soldat qui renverse une jeune femme dans la rue et qui lui donne un baiser passionné. C'est une image que sûrement vous avez déjà croisée. L'histoire de cette image, c'est que la jeune femme a été attrapée par un soldat inconnu, qu'elle s'est débattue et qu'il l'a forcé son baiser. Et le photographe l'a pris en photo plutôt que d'intervenir. Et elle a témoigné, elle a dit « Je ne voulais pas être embrassée ». C'était un acte forcé. Mais cette image a quand même été vendue comme la plus romantique autour de la guerre. Et c'est une femme qui a vécu toute sa vie en voyant cette image transformée en poster, en carte postale, où elle voit son agression être considérée comme la romance de la Première Guerre mondiale. Donc c'est toute cette culture qui empêche de comprendre ce qu'est un viol, ce qu'est le consentement, et qui empêche de comprendre les responsables, la responsabilité des violeurs. Et c'est cela qu'on nomme la culture du viol. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, oui, il y a des violeurs au Québec, mais il n'y a pas de culture du viol. Parce que, encore une fois, le Québec n'existe pas dans une espèce de vacuum. Ce n'est pas l'île enchantée, d'accord? C'est l'enfant exact du contexte historique et social. Et donc, lorsqu'on a des chroniqueurs qui dénoncent l'utilisation des thèmes culture du viol, ce sont
eux-mêmes des chroniqueurs qui participent à cette culture, puisqu'ils dénigrent, démontent le fait qu'on puisse s'attaquer non pas seulement à des mauvaises pommes, des individus, mais à un système. Donc encore une fois, la culture du viol, oui, existe et il faut qu'on s'y attaque. Merci beaucoup, Jade, pour la De rien, leçon. Cyril. On va envoyer la chronique à Martine. Oui, avec oui. Pourquoi pas. Dans une certaine mesure aussi à Michel Huimet. Comme ça, je sais, on dit Huimet ou Huimet, je ne sais plus. Peut-être qu'avec toute la contextualisation dont tu as parlé, ils comprendront un peu mieux ce qu'on entend par culture du viol. Surtout après ce qui s'est passé l'année dernière avec les universités de Laval, avec Alice Paquet, je pense qu'à un moment donné, c'est difficile de ne pas regarder en face la situation. Tout à fait. Ça commence à devenir compliqué. Donc la culture du viol existe bel et bien. Merci encore à Merci toi, à toi, Cyril. Jade. Tu ne pars pas parce je voudrais qu'on parle de quelque chose, toi et moi.